Bonjour, toujours dans le programme concernant la liaison chimique. Là, je vais vous présenter un autre type de liaison. En fait, c'est une introduction à la liaison ionique. Bien sûr, quand on parle d'une liaison ionique, c'est une liaison qui se fait entre un anion et un cation. Bien sûr, ce qu'on va voir à travers cette présentation, c'est surtout comment calculer le rayon ionique selon la méthode de Pauling et l'énergie réticulaire, que ce soit théorique ou expérimentale. Donc, l'existence des ions dans un solide ionique a été prouvée par plusieurs techniques. Donc, nous en citons l'électrolyse. Donc, l'électrolyse, c'est un procédé qui est utilisé dans la réalisation des réactions chimiques à l'aide d'un courant électrique. Donc, vous allez voir ça en détail dans les années à venir. D'accord? Donc, bien sûr, ce procédé nécessite l'utilisation, c'est comme dans une pile, des électrolytes, des électrodes et d'une électrolyte. Alors, le passage du courant électrique dans l'électrolyte fait déplacer, bien sûr, les ions de solide ionique qui forment l'électrolyte vers les électrodes. Et bien sûr, assure la mobilité de ces porteurs de charge et qui peuvent assurer le passage du courant électrique dans toute la cellule. Et bien sûr, on peut mettre en évidence l'existence des ions dans une solution aqueuse ou un bain fondu qui constitue l'électrolyte. Deuxième technique aussi très utilisée dans la caractérisation des solides ioniques, c'est la diffraction des rayons X. Alors bien sûr, cette technique, elle est utilisée soit appliquée sur des poudres ou sur des cristaux, d'accord, à l'aide de la carte de densité électronique. On peut montrer le transfert des électrons de l'atome le moins électronégatif, ici par exemple le sodium, vers l'atome le plus électronégatif, qui est dans ce cas, par exemple pour cet exemple, du solide ionique NaCl. Et sur la carte de densité électronique, on va observer le rayon du sodium qui va diminuer et le rayon, bien sûr, du chlore qui va augmenter. Le nuage électronique va être plus important. Et donc, bien sûr, on a le passage d'un électron du sodium vers le chlore. Alors, bien sûr, les ions formés sont tangents. Quand on dit tangent, ça veut dire, ici, par exemple, vous observez ici la distance. La distance ne serait que la somme des rayons ioniques. Donc, ça veut dire la distance d'une liaison ionique est égale à le rayon du cation plus le rayon de l'anion. Alors, selon la méthode, bien sûr, de Pauling, c'est une méthode qui est semi-empirique, enfin, pas vraiment théorique, d'accord, basée un peu sur l'expérience, qui va nous permettre de calculer les rayons ioniques. Rappelons aussi la définition d'un rayon, que ce soit pour un atome ou pour un ion, c'est tout simplement la distance qui sépare le noyau, et les électrons de valence. Les électrons ici, les plus externes, les électrons périphériques. Donc ça, c'est la définition du rayon d'un atome ou d'un ion. Alors, la formule semi-empirique sur laquelle se base cette méthode de Pauling pour le calcul du rayon ionique, c'est rayon ionique est égal à Cn sur Z moins sigma. Alors, je rappelle, Z, c'est le numéro atomique. Z, c'est le numéro atomique. D'accord? Sigma, c'est les constantes d'écran. Ce sont les constantes d'écran qu'on a vues pour les règles lors de calcul des règles de Slater. Ça veut dire que Z moins sigma, c'est Z effectif. Et Cn, c'est une constante, bien sûr, qui dépend du nombre quantique principal des électrons de valence. Je vais essayer de faire un exemple. Bien sûr, si je prends le rayon du cation, c'est C de C+,
sur Z effectif de C+. Et si je prends le rayon de l'anion, c'est C donc de A, Cn de A- sur Zn de A-. Enfin, Z effectif de A-. Si je fais donc le rapport des deux, je divise les deux. Donc le rayon du cation sur le rayon donc de l'anion, vous voyez ici, donc c'est tout simplement Z effectif donc de l'anion sur Z effectif du cation fois Cn du cation sur Cn de l'anion. Bien sûr, si vous divisez rapidement, vous allez trouver la relation suivante. Alors, si on détermine bien sûr expérimentalement par une technique, donc la distance RC donc plus R donc A, d'accord, c'est-à-dire la distance de la liaison ionique, alors on peut donc déterminer le rayon de chaque ion. Alors on va essayer de faire un exemple. Prenons le cas de NaF. NaF est un composé ionique, donc alors sachant que la distance D NaF, on vous donne la distance, est égale à 2,31 angstrom, calculer les rayons ioniques. Alors, bien sûr, la première chose par laquelle on commence, c'est faire les configurations électroniques. Alors, bien sûr, les configurations électroniques, les couches de valence. Comme vous le voyez ici, vous avez donc les deux ions possèdent les mêmes couches de valence, donc le même nombre quantique donc de couches de valence. Donc, ils auront le même Cn. Donc, Cn est égal à Cn. Donc, une fois on va appliquer donc le rapport Cn va se simplifier. D'accord? Et on trouve tout simplement le rayon de sodium sur le rayon, bien sûr, de F- est égal à donc Z effectif de l'anion sur Z effectif du cation, qui est le Na+. Et à partir de Z effectif, on peut la calculer. Vous vous rappelez donc Z effectif, donc c'est 11 pour le sodium, bien sûr, c'est Z, moins la somme des constantes d'écran. Je rappelle donc un peu les derniers électrons qui se trouvent sur NSNP, on les multiplie par 0,35. Donc les électrons qui se trouvent donc dans N-1, on les multiplie on multiplie par une constante qui est égale à 0,85. Et si on descend encore plus bas, on multiplie par 1. Donc ça, c'est la méthode de Slater. On l'a déjà vu lors du calcul donc, de l'énergie selon la méthode de Slater, selon les règles de Slater. Sinon, vous pouvez revoir le tableau, c'est facile donc de déterminer. Bien sûr, ici, sur la dernière couche, on a 8 électrons. 8 électrons, donc on prend que 7 parce que donc on fixe un électron et donc ce sont les autres électrons qui font écran. Et bien sûr, donc les 7 électrons qui font écran, on va les multiplier par 0,35. Et donc on a, si on descend par exemple à n-1 ici, on a ici n est égal à 2, n-1 c'est 1. Donc les deux électrons qui se trouvent sur un S, on va les multiplier par 0,85. Et c'est la même configuration électronique, donc même constante d'écran. D'accord? Donc ce qui change ici, c'est le Z. Ici on a pour le sodium Z égale à 11. Et pour le fluor, Z égale à 9. Et on trouve les constantes d'écran. Et on trouve le rapport, donc RNA+ sur NF- est égal à 0,7. Par conséquent, donc vous avez deux équations. D qui est égal à R, donc de Na++ plus F, RF-, connu, est égal à 2,31 angstrom, et le rapport 0,7. Donc si vous remplacez donc dans la première R, Na+ par 0,7 fois R, F-, vous pouvez calculer donc les deux rayons et vous allez trouver bien sûr les résultats suivants. Alors comme j'ai dit, dans l'objectif de cette présentation, deuxième partie, c'est le calcul de l'énergie plus réticulaire. On va définir plutôt donc c'est quoi donc l'énergie de la liaison ionique. L'énergie de la liaison ionique correspond à l'énergie de la réaction, c'est-à-dire la formation d'un solide ionique. C'est un solide ionique ici. Donc c'est un solide ionique à partir donc des atomes à l'état gazeux. Donc cette réaction se fait en deux étapes. Donc la première étape, c'est la formation des cations, enfin des ions, pardon. Donc cations et anions. Et deuxième étape, c'est donc la cohésion ou la formation de solides ioniques.
Donc, c'est la deuxième étape qui correspond à l'énergie réticulaire. Là, la première étape, c'est une ionisation. Donc, cette ionisation, bien sûr, des atomes. On a donc le C pour devenir donc un cation, c'est ce qui correspond à l'énergie d'ionisation. Il va perdre un électron. Le A, pour devenir un anion, il capte un électron. Donc, c'est l'affinité électronique. Et bien sûr, donc si on prend un exemple pour faire le calcul de cette première étape, qu'est-ce qu'on va? On prend par exemple le solide ionique NaCl. Donc, l'ionisation, donc vous avez l'énergie d'ionisation, vous avez l'affinité électronique. L'affinité électronique est toujours négative. Et donc, si vous faites la somme, bien sûr, pour trouver l'énergie correspondante à la première étape, on va trouver une énergie qui est positive. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, que cette première étape nécessite un apport énergétique. Elle a besoin, donc, on doit fournir donc de l'énergie pour réaliser cette première étape. Et bien sûr, cela s'explique parce que les ions sont moins stables donc, que les atomes gazeux correspondants. Deuxième étape, alors c'est la cohésion, aussi la liaison des ions pour former donc le solide ionique. C'est-à-dire, c'est cette étape qui correspond à l'énergie appelée l'énergie réticulaire. Donc, quand on pose la question, c'est quoi l'énergie réticulaire? C'est l'énergie donc nécessaire pour former un solide ionique à partir des ions à l'état gazeux. Donc, cette étape, bien sûr, c'est une étape qui correspond donc à une énergie très très négative. Ça veut dire, donc ici, la formation en fait du solide ionique, donc se manifeste par une libération bien sûr de l'énergie. Donc c'est une étape qui est vraiment très très spontanée en fait ici et qui va compenser largement donc l'apport énergétique de la première étape, enfin nécessaire pour réaliser la première étape. Si vous prenez par exemple donc pour NaCl, l'énergie réticulaire donc elle est aux alentours de moins 186 kcal. Alors que la première étape a besoin tout simplement de 32 kcal. Et donc vous voyez que cette étape donc bien sûr compense largement donc la première étape. Alors on va essayer de voir comment calculer cette énergie réticulaire. Alors cette énergie réticulaire bien sûr elle est formée donc de deux énergies. Donc c'est une énergie d'attraction entre les cations, bien sûr, les ions de charge opposée. Il y a aussi donc une partie donc, qui correspond à la répulsion, bien sûr, entre les nuages électroniques. Donc ça, c'est la définition ou c'est l'expression de l'énergie réticulaire. Bien sûr, donc l'énergie d'attraction, comme on l'avait déjà défini, donc c'est moins E au carré quand on a une seule charge, plus par exemple, le cation a perdu un électron, l'anion a capté un électron. Ça veut dire ici, vous avez plus E, moins E. Donc, si vous prenez l'énergie d'attraction, c'est moins E au carré sur 4pi epsilon 0 D. D, c'est la distance qui sépare les deux ions. Bien sûr, si vous avez des ions qui sont chargés Z1 et Z2, bien sûr, si vous avez par exemple 2 plus ici, donc et 2 moins ici, par exemple, donc l'expression va s'écrire Z1 fois Z2, donc E au carré sur 4pi epsilon 0 D. Bien sûr, c'est négatif, d'accord, avec le moins. Alors là, mais généralement dans un cristal ionique, parce que les molécules, en fait, les ions sont organisés selon une forme bien déterminée. Comme vous voyez sur la figure à droite ici. Donc, par exemple, NaCl ici, donc c'est un cubique, donc face centrée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail donc, de ces formes, parce que vous allez les voir en S4 en détail, d'accord? Et bien sûr, donc, il y a l'expression qu'on a trouvée, ici, on doit la multiplier par une constante appelée la constante de Madelung. Et cette constante, en fait, de Madelung, donc, dépend de cette forme, en fait, ou donc comment s'arrange ou comment s'ordonne
donc ces ions. Et bien sûr, pour chaque forme, pour chaque composé, on a une forme bien déterminée. Et bien sûr, cette forme, c'est donc à partir de cette forme et des distances, bien sûr, qui séparent ces ions, on peut déterminer donc M. Donc ça, je vous donne quelques exemples, par exemple, de différentes formes. Exemple, quand vous prenez NaCl, c'est une cubique face centrée. Et quand vous prenez CSCl, c'est un cubique centré. Mais bon, donc comme j'ai dit, le détail de ce calcul de cette constante, vous allez l'avoir donc dans les années à venir, Inch'Allah. Alors, bien sûr, donc pour une mole, là on parle d'une molécule NaCl ou Ca. Donc pour une mole, on doit multiplier donc l'énergie par le nombre d'Avogadro. Donc l'énergie finale d'attraction, c'est donc cette expression que vous voyez ici. Donc moins Z1, Z2, E au carré sur 4pi epsilon 0. D, c'est la distance qui sépare les ions. M, c'est la constante de Madelung, c'est une donnée qu'on vous donne, donc qui dépend de la forme, qui dépend bien sûr de la forme donc, dans laquelle s'ordonnent les ions. Et Na, c'est le nombre d'Avogadro, comme vous le connaissez, c'est 6,02 10 à la puissance 23. Alors maintenant, l'énergie de répulsion. L'énergie de répulsion, elle est donnée par deux expressions. Donc, bien sûr, entre les nuages électroniques, elle est faible, mais deux formules empiriques donc, ont été proposées pour calculer cette énergie. On a la première relation de Born-Landé et la deuxième relation de Born-Mayer. Alors, la première, donc, c'est s'écrit B sur D à la puissance n, avec D, bien sûr, c'est la distance entre les ions. B, c'est une constante qu'on va essayer de calculer. N, c'est l'exposant de Born-Landé qui dépend de la configuration des ions. On va en parler, donc on va donner un exemple. Et la même chose ici pour donc, la relation de Born-Mayer, mais lui, il utilise donc une expression en exponentielle. B exponentielle moins D sur K, avec K, c'est une constante liée bien sûr à la compressibilité du cristal. Donc, et qui est de l'ordre de 3, 45, 10 moins 11. Bien sûr, donc, pour calculer B, alors je rappelle l'évolution de l'énergie. J'avais déjà expliqué ce diagramme lors de la formation de la molécule H2 ou H2+. Et donc, c'est donc la distance, donc l'énergie de liaison évolue comme cette manière. Il passe par un minimum ici, donc lorsque la liaison s'établit. C'est-à-dire D0, il correspond à la distance de la liaison ionique. Et donc ce minimum, mathématiquement parlant, si on prend la fonction de l'énergie en fonction de la distance, donc on peut dire que la dérivée à ce point, quand D est égal à D0, est égal à 0. Donc la dérivée de F, c'est qui est l'énergie réticulaire par rapport à D, lorsque D est égal à D0, est égal à 0. Donc ça, vous le connaissez. D'accord? À partir de cette relation, on va calculer B. Alors, donc, je prends donc l'expression de Born-Landé. Donc, l'énergie réticulaire, c'est l'énergie d'attraction, ce qu'on a calculé pour une mole, d'accord, plus l'expression donnée par, ou la relation donnée par Born-Landé, qui est B sur D à la puissance n. Alors, si vous faites la dérivée de cette expression, vous avez donc la première partie ici, c'est comme vous avez moins 1 donc sur x. Enfin, moins 1 sur x, quand vous la dérivez, donc ça va donner quoi? Donc moins, donc ça va faire 1 sur x au carré. Donc ici, on va trouver donc cette constante. Tout le reste, c'est une constante Z1, Z2 au carré sur 4pi epsilon 0 Mn, ce sont des constantes. Alors, on va trouver plus donc 1 sur, enfin, cette constante sur D0 au carré. Alors, deuxième terme qu'on va dériver la deuxième fonction B sur D à la puissance n, c'est quand vous avez une constante sur donc dx à la puissance n. Donc, c'est moins
B fois N sur D à la puissance N plus 1. Et donc est égal à 0. À partir de cette relation, vous pouvez calculer facilement B qui est égal tout simplement Z1, Z2 au carré sur 4P epsilon 0 N dN plus 1 donc fois M donc D0 à N à la puissance moins 1 pardon M donc constante de Madelung fois le nombre d'Avogadro. Et si on remplace donc B dans cette expression, si on remplace B par la valeur qu'on a trouvée dans cette expression, alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc l'expression suivante, l'énergie réticulaire bien sûr. Donc D0, c'est connu, c'est la distance qui sépare tous ces constantes-là que vous voyez ici sont connues. Donc connaissant le N à partir d'un tableau donc, que vous pouvez trouver facilement, le N c'est l'exposant de Born-Landé. Elle est souvent donc compris entre 5 et 12. Et donc, on va chercher la configuration, par exemple, de l'ion, à quel gaz rare correspond. Parce que chaque ion, quand il va se transformer, chaque atome, quand il va devenir un ion, généralement, pour former une liaison, il va acquérir la configuration d'un gaz rare. Et bien sûr, donc, il va prendre le N donné ici, donc, du gaz rare. Je vous donne un exemple. Et ici, vous remplacez ici le N. On va faire le calcul. Donc, selon le même raisonnement, on peut trouver l'expression de l'énergie réticulaire donc, par la relation de Born-Mayer. Il se fait donc de remplacer l'énergie de répulsion par l'expression de Born-Mayer qui est B exponentielle moins D sur K. Et après, vous dérivez, de la même façon, vous faites la dérivée quand D envers D0 est égal à 0. Et vous pouvez donc trouver l'expression suivante. D'accord? Donc ça, c'est l'expression ou l'énergie réticulaire selon, bien sûr, Born-Mayer. Alors, je donne un exemple de calcul pour faire une application numérique. D'accord? Je prends, par exemple, le solide ionique NaCl selon Born-Landé. Je rappelle l'expression de l'énergie réticulaire qu'on a trouvée tout à l'heure. Alors, bien sûr, NaCl, vous avez la distance D0, on vous la donne, 2,81 angstroms. Z1, Z2, c'est à partir, donc, puisqu'un solide Na plus Cl-, donc le nombre de charges est égal à 1. Donc, M, bien sûr, on vous la donne, elle dépend, bien sûr, de la structure ou du réseau cristallin ou de la forme dans laquelle, donc, s'ordonnent ou s'arrangent, donc, ces ions. Alors, et en plus N, on peut la calculer ou on vous la donne souvent. C'est juste pour vous montrer d'où ça vient. Parce qu'on vous donne pour NaCl, N est égal à 8. Alors ici, comme vous voyez ici, donc vous avez le 7. Le 7, c'est le N qui correspond à un ion qui a la configuration électronique d'un ion. Si vous prenez le sodium, Na+, quand il perd un électron, il va avoir des électrons. Donc, sa configuration électronique est la même que celle du ion. Et donc, il va prendre le N comme valeur de Na+, c'est 7. Quand je prends le Cl-, quand il va gagner un électron, il va se retrouver avec une configuration électronique comme l'argon, 18 électrons. Et bien sûr, donc le N qu'il va prendre, c'est 9. Donc, pour la molécule NaCl, on fait la somme des N de ces ions divisé par 2 et on trouve 8. Donc, bien sûr, 1 sur 4P epsilon 0, vous pouvez la remplacer directement par 9, 10 à la puissance 9 coulomb au carré par joule mol, enfin mètre, pardon. Donc, ça, c'est l'expression, c'est la valeur de 1 sur 4P epsilon 0. Et à partir de ces valeurs, vous pouvez trouver la valeur donc, de l'énergie réticulaire donc, pour NaCl en appliquant donc, la relation de Born-Landé, qui est donc cette valeur elle est de l'ordre de moins 184 kcal par mol. Cette énergie réticulaire peut être aussi donc, calculée expérimentalement à partir du cycle thermochimique appelé cycle de Born-Haber. Donc, si je rappelle la formation du solide ionique, donc à partir des ions à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle, donc cette réaction correspond à l'énergie réticulaire. Bien sûr, ce solide ionique
elle peut être formée aussi à partir des éléments simples. Et donc, cette réaction correspond à ce qu'on appelle donc delta H, donc l'enthalpie de formation. Donc, le passage des atomes, enfin des éléments simples à l'état atomique, donc le sodium passe de l'état solide à l'état gaz donc par une réaction de sublimation. Le chlore, donc c'est une réaction de dissociation parce qu'on casse la molécule Cl2 pour former donc Cl à l'état gazeux. Et après, ensuite, vous avez la formation des ions à partir des atomes à l'état gazeux. Bien sûr, le sodium, quand il passe à l'état donc cationique, c'est une réaction donc d'ionisation, delta H d'ionisation, on arrache un électron. Le chlore, il gagne un électron, c'est une affinité électronique. Alors ensuite, on ferme donc le cycle, on donne un sens à ce cycle et on peut faire donc la somme des énergies est égale à bien sûr 0 et vous pouvez déduire facilement l'énergie réticulaire. Comme vous l'avez déjà fait donc pour ce genre de cycle en S1, donc en thermochimie. Et bien sûr, la valeur qu'on va trouver expérimentalement pour une HCl, c'est l'ordre de moins 185,9 kcal par mol. Bien sûr, connaissant donc les énergies de toutes les autres étapes, en fait, on peut facilement déduire l'énergie de réticulaire. Oui, pour donc confirmer si votre liaison, si la liaison d'un solide est 100% ou totalement ionique, bien sûr, nous comparons donc les valeurs trouvées par la théorie de Born-Landé ou bien Born-Mayer et celles déduites expérimentalement à partir du cycle de Born-Haber. Si on a un bon accord, ça veut dire que les valeurs sont très proches, donc ceci conforte le modèle ionique. Ça veut dire que votre liaison est totalement ionique. Sinon, lorsque l'écart devient, donc l'écart entre les valeurs calculées donc par ces deux méthodes, ou ces deux relations, Born-Landé par exemple et cycle de Born-Haber, ou bien Born-Mayer et cycle de Born-Haber, l'écart devient très important, alors on peut dire que donc, la liaison n'est pas totalement ionique. Ça veut dire qu'il présente un caractère covalent. Merci, au revoir.